Salut à tous, j'espère que vous allez bien. La draft NBA 2022 vient tout juste de se finir et comme chaque année, je vais vous proposer un petit recap du top 30 en vous présentant tous les garçons qui ont été sélectionnés au premier tour. Highlights, forces, faiblesses et petites nouveautés, une comparaison avec un joueur NBA actuel ou all-time, vous allez tout savoir sur les 30 premiers choisis. Petit disclaimer, il faut toujours prendre avec des pincettes ce genre de comparatif, car on ne le répétera jamais assez, mais chaque joueur est unique et va se développer différemment en NBA. Voilà, maintenant que tout est dit, je pense qu'on est bien, on est parti pour découvrir cette draft 2022. Premier joueur appelé par Adam Silver, l'Italo-américain Paolo Banchero. Un garçon grand, tanké, qui va normalement jouer poste 4 et pourquoi pas 5 à l'avenir. Si on achète Banchero, on achète tout d'abord un physique, un profil athlétique dur au mal qui n'hésite pas à attaquer ses adversaires face à face. C'est d'ailleurs là l'une de ses plus grosses forces, une fois en position, ça devient compliqué de l'arrêter. Parce que Banchero ce n'est pas seulement un golem qui enfonce tout le monde, son footwork lui permet également d'éliminer son adversaire tout en technicité. Et après, que ce soit près du panier ou avec un petit fadeaway, il peut planter des tirs. Ce jeu de haut panier met aussi en avant une autre de ses qualités, Paolo est un passeur très intéressant qui sait lâcher la balle pour les copains. Au global en soi, c'est un super créateur balle en main, quelque chose qui n'est quand même pas si courant pour quelqu'un de sa taille. Il y a encore quelques zones d'ombre, notamment sur son jeu en défense, où malgré les 2,10 m, il reste très timide. La défense extérieure est moyenne, ce n'est pas un protecteur d'arce aussi incroyable que ça, on en attend plus de ce côté-là du terrain. Niveau tir à 3 points, ça va. Il y a une belle marge de progression étant donné que la mécanique est propre, on espère qu'il développera cet aspect du jeu pour devenir encore plus une menace. J'attends aussi un peu de progrès sur son premier pas, et clairement s'il arrive à être plus rapide au démarrage, on aura en face de nous une vraie menace offensive, capable de tout faire. On parle d'un Julius Randle plus explosif, mais avec moins de skills pour l'instant. Beaucoup d'entre vous, même ceux qui n'ont pas suivi la NCAA cette année, doivent le connaître, voici Chet Holmgren. Entre 2,12 m et 2,15 m selon les sources, on ne sait pas bien, et 88 kg, le physique est hors du commun. Chet est un véritable ovni. Défensivement déjà, ses bras immenses lui permettent de défendre et contester efficacement tous les joueurs qui tentent de pénétrer dans sa raquette. Je serais absolument pas surpris de le voir mettre un contre ennemi de moyenne dès sa saison rookie. Avec une corpulence très frêle, Chet est le genre de joueur qui arrive à compenser avec d'autres qualités. Il a un gros QI basket, un très bon sens du timing, j'ai hâte de voir s'il se débrouille aussi bien face à des intérieurs plus expérimentés ou plus trapus. Une chose est sûre, il va falloir absolument pousser à la salle et gagner du muscle, sinon certains vont se faire plaisir. De l'autre côté, Holmgren est un poseur d'écran absolument génial, qui va pouvoir roll vers le panier où il tourne à 80% de réussite, et surtout pop à de nombreuses reprises. 39% derrière l'arc pour un 7-footer, ça va faire chier des défenses ça. J'attends plus de playmaking, plus de jeux de passe de sa part parce qu'avec un handle pareil, il a de quoi devenir fou à la création. Beaucoup d'assurance, à la limite d'être arrogant quand on lui demande qui est le meilleur joueur de NBA, je crois que le gamin a déjà un sacré caractère. Si on devait trouver quelques similarités dans la ligue, je vois en lui un petit mélange Evan Mobley-Kristaps Porzingis, mais encore plus abouti en défense. On enchaîne en numéro 3 avec Jabari Smith, le troisième membre du trio annoncé tout en haut de cette draft. Ça s'est vu sur le direct, il paraissait un peu déçu d'être choisi à cette place, un peu tard selon lui. Troisième, c'est déjà super propre en soi, vous allez le voir, il a des arguments solides. Première qualité à souligner, il tournait à 42% à 3 points avec 5,5 tentatives par match l'année dernière. La mécanique de tir est délicieuse, les Rockets savent qu'ils ont choisi un shooter très fiable derrière l'arc. En fait, c'est sa palette complète de tirs qui est très bonne. À mi-distance notamment, où il adore les tirs difficiles, il se révèle super efficace. Mais ça amène aussi un gros point d'interrogation quant à sa finition intérieure. Je le trouve trop inconstant et pas du tout à l'aise en drive.
Pourtant, les shooters ont besoin de ça aussi pour être moins prévisibles, et s'il arrive à développer une pénétration correcte, il va devenir un encore meilleur scoreur. C'est un très bon défenseur dans le périmètre, d'une part parce qu'il est très mobile pour sa taille, et aussi doté d'un bon QI défensif. En revanche, dès qu'on se rapproche du cercle, ça devient un peu compliqué. On le compare souvent à Chris Bosh, mais son aîné était un bien meilleur protecteur de cercle. À 2,08 m et avec ses longs bras, j'estime qu'il a les capacités pour faire mieux. Enfin, à la passe et dans tout ce qui est choix offensif, il est encore un peu personnel. Alors, profil un peu particulier pour Keegan Murray à la 4e place. Sacramento mise sur l'expérience avec un joueur qui s'approche déjà des 22 ans, mais étrangement, ce sera quand même lui le plus jeune joueur de l'effectif. Au niveau du jeu, on est vraiment sur un homme à tout faire. Capable aussi bien de fournir du scoring, on était sur 23,5 points de moyenne cette année, du rebond avec de très bonnes lectures de trajectoire, mais aussi un peu de défense. C'est surtout en attaque où il intrigue. Pas mal de pénétration, je pense que c'est là où il est le plus fort, un peu de jeu au poste, du 3 points, bref, plusieurs possibilités différentes qui font de lui une vraie menace. Pourtant, beaucoup de gens sont sceptiques quant à sa transition vers la NBA. Il est déjà âgé, son corps est déjà fait, est-ce que Murray dispose d'une marge de progression si grande que ça? Ça peut faire peur, oui, mais quoi qu'il arrive, le garçon pourra apporter dans la ligue. On aimerait un peu de travail à la passe pour devenir un joueur plus dominant, qu'on impliquera plus dans les attaques de son équipe. En tout cas, niveau profil et stats à l'université, il y a un beau parallèle à faire avec Otto Porter Jr. Et monsieur a fini champion cette année, s'il a la même carrière, je pense qu'il dit oui. Mon chouchou de cette draft en numéro 5, Jaden Ivey de Purdue. Là, on a un gros client pour voir du spectacle et ça va faire du bien à Détroit. Ce qu'on remarque déjà, c'est que c'est un monstre d'explosivité. Appelle 1 pied, 2 pieds, peu importe, il monte très haut. Dans la même veine, un peu qu'un Donovan Mitchell ou Anthony Edwards, c'est le genre de joueur qui va être très à l'aise en drive, capable de finir tout en touché ou avec un bon gros poster bien sale. Et c'est surtout ça Jaden Ivey, un gros client sur demi-terrain avec un premier pas dévastateur et tous les moves du joueur chiant à défendre. Hésitation, jab, crossover, il sait faire beaucoup de choses. En plus de sa vitesse, c'est un super joueur de transition qui sait à la fois utiliser ses courses pour punir, mais qui distribue aussi beaucoup pour ses coéquipiers. Sa vitesse peut être aussi un problème. Ce côté un peu foufou qui se jette dans les ballons et qui fonce parfois tête baissée, contre des gars un peu expérimentés, ça peut devenir frustrant. Ah, le jour où il va se retrouver face à Marcus Smart, il va faire 2-3 passages en force, j'ai aucun doute là-dessus. J'ai vu d'autres points à travailler dans son jeu, notamment sa création pour les autres, où c'est un bon passeur mais il fait beaucoup de drive and kick. Attention à ne pas tomber dans l'excès. Défensivement, je trouve ça intéressant par séquence, mais il faut qu'il soit plus concerné. Le duo avec Cade Cunningham l'année prochaine, ça fait déjà saliver beaucoup de monde. Numéro 6, Bénédicte Mathurin. Chose qu'on remarque tout de suite chez le Canadien, c'est son physique. Taillé dans le marbre, sculpté, pas un pet de gras. Et avec la dynamite dans ses mollets, forcément ça monte haut. Pour autant, derrière ce physique se cache un excellent shooter à distance. Il est facile top 5 dans cette QV. 37% avec plus de 6 tentatives par match, ça commence à être plus que pas mal. Ce qui me fascine aussi chez ce garçon, c'est sa mentalité. On sent que dès le premier jour il sera en NBA, ça va bosser sans relâche à la salle, et même en match, je pense que ça va être un super coéquipier. Forcément, il a des défauts, plus en défense, où il y a des manquements, des petites absences parfois. J'espère que ça se réglera vite, de toute façon, s'il n'est pas concerné, il va rester sur le banc, clairement. J'ai envie aussi d'un peu plus de création, je sais pas, j'ai vu des petits flashs, des petites séquences intéressantes, mais je veux plus. Il m'a fait penser à Jaylen Brown sur certains bouts de match, franchement s'il arrive à s'approcher de ce niveau-là, ce serait énorme. C'est l'un des seuls top prospects à ne pas avoir joué du tout durant la saison précédente, voici Shaedon Sharpe. Engagé avec Kentucky mais arrivé seulement en janvier, Sharpe a tout simplement décidé de ne pas jouer pour ne pas voir sa cote baisser auprès des équipes NBA.
Annoncé comme le meilleur prospect du pays en 2021, son potentiel est immense. Mais comme on ne l'a pas vu jouer, ça amène certains à se poser des questions. Niveau terrain, Sharp, qu'est-ce que ça donne? Eh bien tout d'abord, on a un arrière grand, très long, capable de scorer depuis n'importe quel endroit. Il n'a absolument pas peur du contact, il sait shooter de loin, à mi-distance, et c'est plus sa capacité à prendre le défenseur de vitesse qui peut questionner. Athlétiquement, c'est magnifique, ça va tête à l'arceau, il a un très bon hang time, franchement c'est spectaculaire à voir. Le footwork est également très bon, ça lui permet de décaler pour pull-up à 3, de faire des spin moves très efficaces et globalement d'être un créateur de tir vraiment élite. Bien que vous venez de le voir, il décolle super facilement, on attend beaucoup plus de son premier pas qui paraît à peine correct pour s'ouvrir l'accès au cercle. J'attends de voir ses progrès en défense aussi. Va-t-il être capable de garder des 2 voire des 3 ? Au lycée, on avait un garçon encore un peu naïf et pas assez concerné. Et c'est certainement ça qui peut effrayer. Avec Sharp, on mise tout d'abord sur un potentiel et sur des bribes de match avec le Canada ou au lycée. Niveau comparaison, on peut partir sur un Andrew Wiggins petit format ou T-Mac. C'est flatteur, je sais, mais j'en attends beaucoup de ce garçon. Premier joueur de cette draft issu de la G-League, voici en numéro 8, Dyson Daniels. On avait pu le voir lors du All-Star Weekend de cette année où la NBA avait invité quelques joueurs de G-League pour le Rising Star. Et l'Australien avait été pas mal du tout. À 19 ans, il est déjà très bon à la création pour les autres. Ça se débrouille très bien en pick and roll, il a une bonne vision. Même si on va le voir, il a ses défauts, et bien je suis sûr qu'il va avoir pas mal de minutes. Ce qui va pêcher dans son profil, c'est évidemment l'aspect athlétique. Ça reste un joueur long, grand, mais assez limité par son poids. Ça ne l'empêche pas de défendre comme un ouf et de chipper beaucoup de ballons, mais bon, en NBA, toujours pareil, face à des darons, il va certainement souffrir un peu plus. Faut du muscle donc, encore un peu plus de hargne en défense, et puis un shoot plus régulier. 30% à 3 points, c'est bof bof pour l'instant. Il faudra lui laisser du temps pour prendre confiance et aussi devenir un peu plus égoïste. Faire briller les copains c'est bien, mais marquer c'est pas mal aussi. Il est grand, fin, bon passeur et encore moyen au niveau du shoot. Ça me rappelle un peu ce qu'on pouvait dire sur Josh Giddey la saison dernière. Belle petite coupe blonde, on va maintenant parler de Jeremy Sochan, drafté par les Spurs en 9ème position. C'est d'abord un top défenseur capable d'aller embêter tous les joueurs adverses des postes 1 à 5. Sur les extérieurs, c'est son footwork qui est très intéressant, il se fait rarement dépasser et arrive souvent à se positionner entre l'attaquant et le panier. Sur les bigs, ce sera plutôt sur de courtes périodes, mais il a une faculté à super bien contester les tirs. Je sais pas si c'est super percutant à l'image, mais il reste droit comme un i, les bras bien en l'air, et ça donne un mec qui gêne beaucoup les drives. Il a une légère tendance à faire des fautes aussi, c'est clairement un axe à travailler. On attend de voir si son 3 points peut se développer. Ça reste selon moi le plus gros point d'interrogation chez lui. Il peine à atteindre les 30% de loin, et là où souvent on se fie au lancer franc pour savoir si le gars peut devenir fiable, là c'est une catastrophe. Il met seulement 58% de ses lancers, en NBA ce serait le pire joueur de la ligue dans cette catégorie. Hormis ces 2 points-là, offensivement c'est pas trop mal. On parle d'un Kyle Kuzma avec moins de shoot mais qui défend mieux. S'il arrive à devenir aussi complet offensivement, je dis oui. D'ailleurs, la finition près du panier est déjà assez bonne. Il est puissant, il utilise bien ses 2 mains, après ça reste sur des volumes assez faibles. Il a le corps, il est jeune, c'est un vrai leader et meneur d'hommes, on attend juste de voir ce que ça va donner dans le système Popovich. Avec le pick numéro 10, on retrouve Johnny ou Jonathan Davis, c'est comme vous voulez. Un arrière ailier, encore une fois avec une très bonne envergure et qui est l'un des meilleurs scoreurs de cette draft. À mi-distance, c'est une menace. À 3 points, on a vu quelques belles choses et au niveau du drive, on va dire qu'il a quelques capacités. Son drive, parlons-en. Sans avoir un premier pas tonitruant, il se débrouille vraiment bien pour aller provoquer des fautes ou finir proche du cercle. Là où il pose question donc, c'est surtout au niveau du shoot à distance qui n'est pas encore d'une fiabilité extrême.
Ça s'est remarqué surtout sur sa deuxième année universitaire, mais la marge de progression est là. Défensivement, Davis a un réel impact. Il se bat énormément derrière les écrans, il aime bien couper les lignes de passe, les bases sont super intéressantes. Sur quel point doit-il progresser alors ? Déjà, je dirais son handle, qui reste approximatif, parfois on voit qu'il s'entête à vouloir aller dans une direction pour au final perdre la balle. Ça arrive de le voir se mettre dans des pétrins pas possibles, et du coup ça finit en tir compliqué. Josh Hart est une comparaison que j'aime bien, s'il arrive à devenir aussi fiable à 3 points, pourquoi pas. Faut fluidifier un peu le jeu, prendre un peu de muscle, et ça se passera bien pour lui en NBA. Ousmane Dieng est le premier Français choisi lors de cette draft 2022. Avec le pick numéro 11, OKC s'assure de prendre un joueur ultra jeune et avec un très fort potentiel. Un peu lent, pas si explosif, européen, pourtant Ousmane a des arguments pour faire son trou en NBA. On va commencer par son âge. Il vient tout juste de fêter ses 19 ans, c'est un diamant à polir qui a encore beaucoup à apprendre. Ça s'est vu d'ailleurs dans sa progression en Australie, où le début était un peu compliqué, mais sur les derniers matchs, on a senti un truc qui le rend spécial. Il a un profil unique avec une combinaison taille et capacité de playmaking tout simplement incroyable pour quelqu'un d'aussi grand. Quelque chose qu'on peut mettre en avant aussi, c'est sa défense. En plus de ses 2,07 m, il est long et ça donne quelqu'un qui peut sans problème contester les tirs pris à l'extérieur ou à mi-distance. Le seul frein entre guillemets à sa défense, c'est son poids. Il faut à tout prix prendre du muscle pour résister face à des mecs qui vont pousser au poste. Là, c'est quand même un peu léger. Le 3 points nécessite encore du taf, mais il y a du mieux. Et ce qui est plus embêtant en attaque, c'est sa capacité à drive et à finir proche du cercle. Petite comparaison 100% française, pourquoi pas Nico Batum mais en plus grand, un peu capable de tout faire sur le terrain. Si on lui promet une aussi belle carrière, franchement je signe. Je poursuis avec Jalen Williams de Santa Clara. Un poste 2-3 choisi encore une fois par le Thunder à la 12e place. On a là un scoreur triple niveau qui marque les esprits par sa polyvalence en attaque quand on le voit jouer. 3 ans à l'université pour lui avec une belle progression observée, surtout entre son année 1 et son année 3. L'année 2, il était un peu blessé. C'est quelqu'un qui a doublé toutes ses moyennes statistiques tout en améliorant ses pourcentages. Les pistes d'amélioration vont surtout se situer dans sa rapidité d'exécution et un peu en défense. Que ce soit niveau mobilité latérale ou sur son premier pas, je le trouve très limité. Ça ne l'empêche pas tout le temps de se frayer un chemin vers le cercle, mais face à des gros joueurs un peu chiants sur l'homme, ça va être embêtant. Le potentiel à la création reste intéressant, avec un bon apport sur pick and roll. Je pense qu'il a un vrai avenir en tant que créateur de sortie de banc, mais pour l'instant j'ai du mal à voir plus que ça. Ça mentionnait du Shake Milton++ dans les scouting reports, si c'est une version évoluée, pourquoi pas. On enchaîne avec la place numéro 13, Jalen Duren. Pivot des Tigers de Memphis, qui ont sorti pas mal de pivots récemment, Precious Achiuwa, James Wiseman, ça devient une véritable référence. Cette fois, on a un protecteur d'arceau terrible qui tournait à 2,1 blocs par match. Franchement, c'est pas une surprise. Les bras sont immenses, le physique est effrayant pour quelqu'un de son âge. Duren est un pivot ultra mobile qui va sans doute être capable de défendre sur des joueurs plus vifs que lui. Il y a clairement du Robert Williams chez ce joueur, dans le sens où ça score beaucoup sur les hoops, ça finit avec de très bons pourcentages près du panier, il protège bien son cercle et surtout ça ne shoot pas du tout. J'apprécie beaucoup aussi ce qu'il apporte au niveau des rebonds. Un peu plus de 8 par match, de ce côté-là on est tranquille. Purement en termes de skills, si on met son physique de côté, il y a beaucoup de secteurs où Jalen peut et doit travailler. Déjà au poste, dans un premier temps où les moves sont trop hasardeux pour un pivot. Sa finition face aux joueurs longs laisse à désirer, ça s'est notamment vu lorsqu'il a fallu affronter Chet Holmgren par exemple. Et puis on a besoin de voir un meilleur dribble. C'est un axe de développement hyper intéressant qui va aider l'ensemble de son jeu de toute façon. Très beau coup réalisé par Détroit en tradant pour obtenir ce pick 13, impatient de voir la suite pour Jalen.
Place numéro 14 de cette draft 2022, Ochai Agbaji. Vainqueur du tournoi NCAA avec Kansas, Ochai a surfé sur cette occasion pour faire grimper sa cote. Après 4 ans à l'université, de toute façon il se serait présenté, mais pas sûr qu'il était garanti d'être choisi au premier tour. Sur ces 4 années justement, on a vu une progression continue dans beaucoup de compartiments. A commencer par son tir à 3 points, qui a été meilleur chaque saison et qui est devenu parfaitement fiable. Je pense que certains vont la prendre à leurs dépens, si on le laisse ouvert, c'est ficelle. Ochai, c'est en quelque sorte l'un des meilleurs 3&D de cette draft. Je pense qu'il y a un croisement à faire entre Bud Hield et Desmond Bane avec tous les outils pour défendre plusieurs postes. Long, costaud, mobile. À part sur les pivots, je le vois capable de switch sur tout le monde. Pour revenir sur l'attaque, il est très bon sur des cuts, c'est indéniable, mais je suis encore dubitatif sur sa finition près du panier et sur son playmaking. Oui, je le trouve très fort, super intéressant dans le projet Cavs, mais il faut garder en tête qu'il a déjà 22 ans. On n'est plus du tout sur un jeune à fort potentiel, là on sait ce qu'il va faire sur le terrain et le plafond est peut-être assez limité au final. Un autre joueur en provenance de Duke, en place numéro 15, voici Mark Williams. Le profil est assez rare dans cette QV. Certes, il y a de bons protecteurs de cercle, mais c'est celui qui fait le plus peur. C'est ça la qualité numéro 1 chez Mark Williams. Ah, les bras, c'est la deuxième plus grande envergure mesurée à la draft depuis plus de 20 ans. Vraiment, visuellement, on est sur quelqu'un qui effraie, qui dissuade l'accès à la raquette juste par sa présence. Et si par mégarde, un meneur un peu trop confiant essaie de pénétrer dans la raquette, paf, dehors. Alors ça paraît logique dit comme ça, mais il a clairement les mêmes défauts que les gros protecteurs de cercle NBA. C'est même pas la peine de lui demander un tir à 3 points, et niveau lancer franc, on peut rester hésitant. Il y a eu de la progression entre son année 1 et son année 2, mais les volumes sont vraiment ridicules. Un peu comme Clint Capella ou Rudy Gobert, il a tendance à se faire expose quand il doit switch sur des joueurs extérieurs. La défense sur pick and roll, c'est pas encore ça non plus. Revenons du coup sur ce qui fait de lui un joueur spécial. Pour sa taille, la mobilité est totalement folle. Forcément sur les aides défensives, c'est un régal, et avec sa taille, il se gave aussi niveau rebond. De l'autre côté du terrain, Williams se débrouille plutôt bien. Évidemment, on est sur des moves d'intérieur et de la finition à moins de 2 mètres du cercle, mais ça fonctionne. Et puis niveau les hoops, on peut compter sur quelqu'un qui n'hésite pas à brutaliser les cercles, ça va être sympa à voir ça aussi. À la place numéro 16, drafté par Atlanta, AJ Griffin. Il a énormément baissé par rapport aux prévisions, surtout à cause de 2 choses. Premièrement, à cause des blessures, avec quelques soucis à Duke et au lycée, puis autre point noir, sa capacité à aller au cercle. Il attire très peu de fautes et il se base quasi exclusivement sur du jeu en dehors de la raquette. Pour mentionner un peu de positif, parce qu'il y en a quand même beaucoup avec ce joueur, ce qu'on remarque tout de suite chez lui, c'est son physique. L'ailier est déjà affûté, tracé, et pour un joueur d'à peine 19 ans, c'est incroyable. À part ça, Griffin c'est 45% à 3 points sur de bons volumes, et dès le jour 1, je suis prêt à parier qu'il va punir si on le laisse ouvert. Il repose aussi pas mal son jeu sur du mi-distance, où, idem, il est très efficace. C'est typiquement le genre de joueur où s'il est dans le bon environnement, il peut dépasser toutes les attentes. J'espère que ce sera le cas ici, on le compare à Jimmy Butler, j'aime bien. LSU à l'honneur avec ce pick numéro 17, Tari Eason. Tari a joué ses 2 années universitaires en tant que 6e homme. Et ouais, quand on voit les progrès énormes entre son année 1 et son année 2, c'est un prospect hyper intriguant. De 7 à 17 points de moyenne, passant de 57 à 80% au lancer. Pareil à 3 points, malgré les volumes assez faibles, il a réussi à transformer son 24 en 36%. L'aspect le plus convaincant de son jeu, clairement, c'est sa défense. Ça tient sans problème des postes 2, 3, 4 et même sur quelques switches, des meneurs voire des pivots. Ce qui permet ça, c'est d'abord son corps très développé. Il tient bien sur ses appuis, il est tanké, on valide par ici. Offensivement, on va adorer sa capacité de scoring en transition, où malgré sa taille, une fois qu'il galope, ça devient une arme bien difficile à arrêter. Les questions se trouvent plus sur le shoot de manière globale.
Les progrès à 3 points sont bel et bien là, ça reste sur des petits volumes et avec une mécanique un peu étrange. Sa main gauche semble être aussi une voie d'amélioration, que ce soit au niveau du handle ou pour finir près du cercle. J'ai vu des scouts faire des liens avec Jeremy Grant, Oji Anunoby aussi, le parallèle est vraiment pas mal. On enchaîne, pick numéro 18, Dalen Terry. Un joueur très spécial, un pari sur l'avenir tant les qualités sont uniques. Terry est plutôt un gros défenseur, dur sur l'homme avec des bras qui sont immenses pour quelqu'un de sa taille. Il n'a pas encore mis un seul orteil en NBA, mais déjà il va devenir le cauchemar de certains porteurs de balles. Sans être élite balle en main, je pense qu'il a un rôle à jouer dans une attaque comme facilitateur ou peut-être en troisième option à la création. Je le trouve très bon sur demi-terrain et en soi il est pas si loin d'être un bon shooter à 3 points. S'il s'améliore dans cette voie, on va se retrouver avec un joueur très apprécié par les fans. Il tournait à 8 points par match cette année sans avoir des masses de tickets de shoot, à voir comment ça va se traduire dans la ligue. Travailler un peu de mi-distance notamment, ça pourrait lui faire du bien. Le scouting report d'envergure mentionne un plancher à la Frank Ntilikina et un plafond à la Mikal Bridges. Rien de plus à ajouter, je valide totalement. La draft combine révèle parfois quelques joueurs, mais les prospects qui s'y rendent gagnent rarement autant de hype que ce qu'a pu faire Jake LaRavia. Choisi en numéro 19, on peut résumer son jeu comme quelqu'un qui sait tout faire sur le terrain, mais sans être élite nulle part. Plutôt en poste 3-4, Jake a montré qu'il pouvait servir de point d'ancrage pour démarrer des systèmes offensifs. Personnellement, je le trouve un peu mou parfois, mais toujours bien placé. Il est là, dans le jeu, tranquille, mais il fait le boulot sans s'énerver, sans en faire trop. Cette attitude a aussi ses inconvénients, notamment lorsqu'il s'agit de box-out au rebond ou pour finir au contact. Il a tendance à se faire bouger et c'est un peu dommage. Des petites touches de Jokic parfois, mais au global, Georges Niang serait un joueur qui peut lui ressembler. On attend encore plus de tirs à 3 points, où cette année les pourcentages étaient bons, mais le volume trop faible pour se dire qu'il va servir de stretch fort. Choisi en numéro 20 de cette draft, on retrouve Malachi Branham. Pour être clair, il a potentiellement le meilleur tir mid-range de la draft. La sélection de tir n'est pas toujours irréprochable, mais il a été diablement efficace à mi-distance. Je suis fasciné par sa capacité à créer de l'espace avec le défenseur et par la hauteur de son impulsion quand il tire. Ça donne un joueur qui lâche la balle très haut, c'est ultra chiant à défendre. Ça me rappelle clairement le style que propose un Chris Middleton par exemple. Le jeu sur pick and roll est vachement intéressant, surtout pour quelqu'un de 2 mètres, et même au cercle en vrai j'aime assez bien. Les points d'interrogation sont surtout au niveau de son jeu de passe, et aussi en ce qui concerne son tir à 3 points. 41% en NCAA, c'est carrément bon. Après, on reste exclusivement sur du catch and shoot. Au niveau de l'aspect défensif du joueur, je qualifierais ça d'inconstant. Je demande à voir ce que ça va donner avec les Spurs. Les Nuggets en 21 qui nous prennent Christian Braun. Compère d'Ochai Agbaji, vainqueur du tournoi NCAA, là, on a un client que j'aime bien. Dans la même veine que son coéquipier de Kansas, on a encore un 3&D, 2 mètres à peu près, et je vous le dis, ça décolle. Vrai athlète, vrai athlète, c'est ça sa qualité principale. Ça aide vachement en transition, comme il aime bien couper les lignes de passe, ça lui permet de s'assurer pas mal de points faciles. On a une vraie défense extérieure, peut-être un peu plus compliquée contre des postes 4 qui peuvent l'enfoncer, mais ça se bat bien. Il est super polyvalent en attaque, de ce côté-là rien à dire, il peut faire mal de plusieurs manières. C'est plus niveau création de tir où je le trouve moyen. Beaucoup de ses points sont marqués dans les 3-4 secondes après avoir reçu la balle et il ne crée pas tellement. Pareil sur pick and roll, encore bien trop limite selon moi, mais c'est pas forcément ce qu'on va lui demander quand il a Murray et Jokic dans l'effectif. Le fit est selon moi super bon. Encore un grand pivot, Walker Kessler, drafté en 22e du côté de Minnesota. Dans la même veine que Mark Williams, on a un Baobab qui prend beaucoup de place dans la raquette et qui est là pour bloquer tout ce qui bouge. On a clairement affaire à un protecteur de cercle monstrueux qui a tourné à 4,6 blocs de moyenne en 25 minutes l'année dernière. C'est complètement dingue.
J'ai déjà mentionné ça un peu plus tôt, ce genre de pivot, le problème c'est le tir. Affreux à 3 points, même si ça ne l'a pas empêché d'en prendre, mais aussi au lancer franc où, comme souvent chez ce genre de big men, on plafonne autour des 60%. Il y a quelques flashs de défense extérieure parfois, c'est toujours sympa, mais concrètement, avec une carcasse pareille, la mobilité est très compliquée. C'est pas forcément évident à chaque fois pour roll vers le panier du coup, mais avec ses grandes mains et son envergure, la finition est pas trop mal. Dans la NBA moderne, j'avoue qu'il dénote un peu, mais s'il se montre aussi efficace au contre qu'avec Auburn, il y a clairement une place pour lui dans la ligue. Niveau comparaison, c'est pas évident, un mix entre Brook Lopez, Miles Turner, sans shoot et un peu moins mobile. Un petit reach qui part direction Memphis avec le choix numéro 23, on va se retrouver avec David Roddy. Un poste 4 tanké de fou qui peut limite rappeler un Zion Williamson en miniature. Honnêtement, c'est très étrange quand on le voit jouer. Il a des capacités hors normes malgré sa taille, notamment à la finition, où même si en face le gars fait 10 cm de plus, tu sens qu'il peut le bouger sans problème. Les moves au poste sont super, le côté athlétique donne encore une dimension supplémentaire à son jeu, mais son gros souci, ça va toujours être sa taille. Pour le coup, il a vraiment un bout de dribble et un tir à 3 points qui a super bien progressé sur ses 3 années universitaires. Mais la question est toujours la même, malgré toutes les qualités et son profil athlétique de dingue, comment l'intégrer dans une rotation NBA? Ça va être dur pour lui de ralentir des joueurs beaucoup plus grands, mais je sais pas, j'aime bien son style. Ça peut être un joueur au profil atypique, à la PJ Tucker par exemple. Costaud, undersize, mais qui sait faire pas mal de choses. Deuxième joueur de G-League Ignite, avec le 24e choix, MarJon Beauchamp. Ce sont les Bucks qui se récupèrent ce poste 2-3, très long, avec un gros moteur. Je vois un peu de Kelly Oubre en lui, personnellement. Ce que je mettrais tout de suite en évidence, c'est sa détente. Ah ouais, pas besoin de beaucoup d'élan pour qu'il monte claquer un dunk. Le premier pas est intéressant, mais je trouve qu'il s'exprime encore mieux lorsqu'il coupe vers le panier ou quand on le trouve en transition. La défense est sympa, avec ses longs bras ça conteste bien, et de temps en temps, on a un petit bloc qui fait plaisir. Les pistes d'amélioration sont surtout offensives, car c'est un créateur respectable, mais qui force parfois le jeu, et c'est surtout son 3 points qui me gêne. Peu de tirs pris, une réussite de 30% pas suffisante pour la NBA, il y a du boulot s'il veut choper des minutes avec les Bucks. Troisième pick des Spurs dans ce premier tour, Blake Wesley. C'est un joueur qui m'intrigue beaucoup. Scoreur tout à fait correct avec 14 points de moyenne, les pourcentages restent pour autant pas si fous. J'ai l'impression de le dire toute la vidéo, mais il a 30% à 3 points, avec un tiers de ses tirs qui viennent de là, forcément ça joue. Physiquement c'est un joueur long, mais aussi assez fin. Je pense que je me trompe pas en disant que 5-6 kg de plus, ça pourrait lui faire du bien. Ça l'aiderait énormément, surtout pour finir dans la raquette, car pour l'instant c'est tendu. Les qualités athlétiques sont là et on sent qu'il en a sous le pied. Surtout en 1 contre 1 défensif, je vois des capacités intéressantes qui me paraissent sous-exploitées. Enfin, je vais finir sur le point qu'il fait sortir du lot, son mi-distance. Comme c'est un super créateur d'espace, il arrive souvent à trouver des jumpers mid-range bien ouverts. L'essentiel de son scoring vient de là. Je veux du progrès près du cercle, un peu plus de 3 points, et là ça va donner quelque chose de sympa. Son style de jeu me rappelle beaucoup Bones Island, avec ce côté spectaculaire en plus, mais en contrepartie moins bon shooter. Wendell Moore Jr. est le pick numéro 26 de cette draft 2022. Je crois que c'est le 4e joueur de Duke si je me trompe pas. Et cette fois encore, c'est un combo arrière-ailier. Les progrès de Moore sur ses 3 premières années universitaires ont été constants. C'est très propre au lancer, pareil à 3 points, ça fait beaucoup de passes décisives pour peu de pertes de balles, bref, c'est pas mal du tout. Il a des mains super actives, il y a pas mal d'interceptions bien senties, il est malin comme joueur. Et ça se ressent de la même manière en attaque, il arrive très bien à trouver ses coéquipiers démarqués, il sait jouer sur pick and roll, non franchement il a de belles capacités. Niveau scoring maintenant, je l'ai trouvé un peu raide sur le drive, pas hyper capable de catch fire et enchaîner plusieurs tirs d'affilée. Caleb Martin avec un meilleur jeu de passe, ça me semble pas mal pour la comparaison. Un autre joueur européen dans ce premier tour, le choix 27, Nikola Jovic.
Serbe, lui aussi, comme son compatriote de Denver, il a quelques attributs qui en font un vrai prospect intriguant. Déjà, avec ses 2m10, 2m12, c'est quelqu'un qui sait faire beaucoup de choses sur un terrain. Du scoring, sa qualité de passe pour quelqu'un de cette taille, c'est très appréciable, et surtout le handle est très bon. Dribble entre les jambes, petit cross, en fait, il réussit à faire des choses qui sont rares pour quelqu'un de 2m10. Gros point noir au niveau de sa main gauche par contre, il y a vraiment pas beaucoup de drive et peu de dribbles qui proviennent de là. On a une vraie piste à travailler. Niveau défense maintenant, j'ai peur de le voir face à des gros pivots. Et pareil sur les joueurs de petite taille, c'est pas encore très rassurant. Pour rester avec ce côté européen, pour la comparaison, il y a du Dario Saric, un peu de Mario Hezonja. J'ai déjà très hâte de le voir fouler les parquets. Les champions en titre, Golden State, qui choisissaient en place 28, ont décidé de partir sur Patrick Baldwin Jr. Un joueur qui a été blessé l'année dernière avec l'université de Milwaukee. Il y a tout juste 11 petits matchs disputés, mais Golden State a l'air de croire au potentiel de ce garçon. Si on regarde dans le détail, les pourcentages sont vraiment dégueux, et sur si peu de matchs, ça reste compliqué à juger. Pour un joueur de sa taille, Baldwin dispose d'un vrai jeu off-ball et de bons déplacements pour se créer de l'espace. Par contre, j'ai vu beaucoup trop de fade-away, des tirs compliqués à 3 points, un peu comme l'impression de voir un arrière dans un corps de pivot. Je suis mitigé sur sa défense, grâce à son corps, oui il a eu quelques contres à son actif, quelques belles séquences, mais les bras ne sont pas si longs, et puis il est souvent débordé par des joueurs plus rapides. Je ne sais pas comment Golden State compte le développer, ni le rôle qu'il pourra avoir au sein de l'équipe, mais on y croit, le staff sait ce qu'il fait en prenant un joueur comme ça. J'ai vu une comparaison sur NBA Draft Room, le Michael Porter Jr. du pauvre. Ah, ça m'a fait trop rire, j'étais obligé de le mettre. On enchaîne avant-dernier de cette liste en place numéro 29 avec un meneur venu tout droit de Kentucky, Ty Washington. Tout comme d'autres joueurs extérieurs issus de la même université avant lui, on va miser énormément sur un potentiel. Tyrese Maxey, Emmanuel Quickley, les stats en NCAA n'étaient pas si impressionnantes que ça, mais on peut dire que la transition en NBA s'est très bien passée. Sur le parquet, Ty est impressionnant sur pick and roll. Quand on sait qu'il a un flotteur dévastateur et une très bonne vision du jeu, ça donne un garçon qui soit peut finir les actions tout seul, ou alors trouver son big man à l'intérieur. Son flotteur justement, Ty a parfois tendance à en abuser. Là où ça reste une arme ponctuelle pour les joueurs de petite taille, lui en fait énormément, même trop. La raison est assez simple, il est plutôt mauvais pour finir au contact. Ça peut payer, mais en NBA, il va falloir trouver un autre moyen de finir aussi près du cercle. La défense extérieure est plutôt intéressante. J'ai vu un joueur qui se battait bien derrière les écrans, qui venait en aide parfois, mais il y a quand même des trous d'air catastrophiques qui ne pardonneront pas en NBA. On finit avec le dernier joueur appelé pour ce premier tour, joueur qui va aller dans le Colorado du côté de Denver, Peyton Watson. Alors là, c'est un pari plus. 13 minutes de temps de jeu seulement, 3 points, 3 rebonds de moyenne, l'ailier est un vrai mystère. Je pourrais vous parler des stats globales, mais sur un temps de jeu aussi faible, rien de bien intéressant à dire, à part que les pourcentages sont crades. Il a un gros premier pas, de belles capacités de playmaking, pourquoi pas se retrouver avec un futur ball handler de sortie de banc. C'est à peu près tout en soi. Simplement, c'est un projet, il va falloir être ultra patient avec lui. Je pense qu'on peut ne pas le voir jouer du tout durant sa première année, mais qu'au fur et à mesure, il a de quoi devenir un joueur intéressant, qui gagne ses minutes avec du travail et de la bonne défense. Maintenant, en 2-3 mots, je vais vous parler de quelques joueurs du second tour qui, selon moi, peuvent percer. Jaden Hardy qui file direction Dallas, venu de G-League Ignite, joueur un peu tête brûlée, capable de lâcher des énormes posters, un footwork génial et qui force beaucoup trop pour marquer. Kennedy Chandler de Tennessee, limité par sa taille, il fait seulement 1m83 et ça court très vite, ça fait des bonnes passes, attention au lancer franc et il faut travailler la finition pour provoquer des fautes. E.J. Liddell, gros moteur, joueur explosif, bon défenseur sur l'homme, mais je suis plus inquiet par le shoot avec une mécanique approximative et aussi par le drive où il galère parfois à se frayer un chemin vers le panier. Et pour finir, mention spéciale pour nos 3 Français sélectionnés au second tour.
Moussa Diabaté qui va apporter de la profondeur de la raquette des Clippers, Ismaël Kamagaté qui atterrit en 46 à Denver, et enfin Hugo Besson, dernier joueur sélectionné dans cette draft qui va aller du côté de Milwaukee. Voilà qui conclut cette grosse vidéo. Je sais pas du tout quand ça va sortir. J'ai passé des dizaines et des dizaines d'heures à préparer. J'espère que ça va rendre bien. Et puis pour conclure, petit jeu dans les commentaires. Dites-moi selon vous qui va finir rookie de l'année, qui est votre chouchou et enfin qui va être le style de cette draft. Merci encore une fois d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très vite. Ciao.